5 agences de l'ONU ont donc rendu leur rapport sur l'insécurité alimentaire dans le monde pour 2024. Avec ce chiffre, 673 millions de personnes sont sous-alimentées, soit, je vous le disais, 8,2% de la population mondiale. Légère baisse par rapport aux années précédentes, mais ce chiffre reste à un niveau alarmant. Bonsoir Marie Kosker, vous êtes analyste au sein de l'ONG Action contre la faim. Ce rapport il est sorti il y a à peine une heure, donc merci beaucoup de nous en offrir la primeur pour le plateau du 64 minutes. Je le disais, une légère baisse donc, on va y revenir, mais vous alertez. Pas de triomphalisme si la faim recule sur le papier et dans les chiffres, ce n'est pas le cas sur le terrain. Exactement. Et surtout, ce rapport, il nous donne un ordre de grandeur. C'est la tendance d'évolution de la faim dans le monde, mais c'est absolument pas précis. Et c'est aussi un des chiffres qui valent pour l'année 2024, et donc ils ne prennent pas en compte les crises les plus récentes, et ils ne prennent pas non plus en compte les coupes budgétaires sur l'aide humanitaire et la solidarité internationale qui ont eu lieu en 2025. Alors, on va revenir effectivement sur ces coupes et sur les conséquences pour 2025, mais déjà, comment est-ce qu'on explique cette légère baisse? Est-ce qu'il y a des signes justement positifs à certains endroits? Comment est-ce qu'on peut expliquer que la tendance est légèrement au mieux? Alors les progrès ils se situent en Amérique latine, et c'est ça qui fait finalement au niveau de la moyenne globale apparaître une légère, et encore le rapport est prudent là-dessus, diminution du nombre de personnes qui sont touchées par la faim. Mais toutes les autres régions du monde sont concernées par certaines hausses, et les plus dramatiques sont en Afrique. Il y a plusieurs pays qui sont sur des dynamiques de croissance de l'insécurité alimentaire depuis déjà plusieurs années, et les projections nous font dire que ce sera le continent qui va être le plus touché et contenant le plus important nombre de personnes en insécurité alimentaire en 2030. On va revenir justement sur la situation en Afrique et notamment en RDC dans un instant avec vous, Marie Kosker. Mais je voulais qu'on écoute avant tout Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il est revenu justement à cette crise aujourd'hui et vous allez entendre les mots qu'il utilise. Il parle de crise de justice et d'équité et on va commenter juste après. Il ne s'agit pas seulement d'une crise liée à la pénurie, c'est une crise de justice, d'équité et de climat. Près de 40% de la main-d'œuvre mondiale est liée aux systèmes alimentaires, mais beaucoup restent prisonniers de la pauvreté. Le changement climatique perturbe les récoltes, les chaînes d'approvisionnement et les interventions humanitaires. Les conflits continuent d'alimenter la faim, de Gaza au Soudan et au-delà. La faim alimente davantage l'instabilité et compromet la paix. Nous ne devons jamais accepter la faim comme arme de guerre. Marie Kosker, je voulais que l'on revienne sur les derniers mots d'Antonio Guterres. La faim ne doit jamais être acceptée comme arme de guerre. C'est une parole puissante de sa part. C'est une parole puissante. C'est vrai que utiliser la faim comme arme de guerre, c'est interdit par le droit international. Ça constitue un crime de guerre et c'est important comme prise de position. Maintenant, il faut des actes. On attend un cessez-le-feu immédiat et permanent dès maintenant à Gaza. Là, vous parlez de Gaza. Voilà, puisque c'est finalement de ça dont parlait aussi le secrétaire général de l'ONU. Il faut un cessez-le-feu immédiat et permanent dès que possible. C'est une question en fait vitale pour des personnes en situation de malnutrition extrêmement grave. Une famine en fait se propage à Gaza. Et il faut que ça arrive très vite. Quels sont les retours de terrain que vous avez? D'ailleurs, Action contre la faim travaille toujours à Gaza actuellement ou pas? Oui, nous travaillons toujours à Gaza. Nos équipes sont elles-mêmes, font face elles-mêmes à la famine et se demandent chaque jour est-ce qu'elles vont pouvoir manger alors qu'elles travaillent et qu'elles viennent en aide à leurs concitoyens. Aujourd'hui, on a, pour vous donner une idée, c'est juste Action contre la faim, 400 enfants qui sont traités pour malnutrition dans nos centres. C'était seulement 50 enfants pendant le cessez-le-feu. Vous voyez l'augmentation. Voilà, exactement, une augmentation de 800%. Là, juste, en fait de ce blocus, de ce siège qui a été imposé à la population. Dans votre rapport, il y a un chiffre alarmant d'ailleurs. 100% de la population de la bande de Gaza était confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Ça, c'est dans le rapport que vous sortez aujourd'hui. Alors, c'est pas nous qui sortons ce rapport, en effet, mais c'est le rapport de l'ONU. Des données complémentaires à celles du rapport qui sort aujourd'hui, qui portent vraiment sur les crises alimentaires. Et ces données, à laquelle, en effet, Action contre la faim, auxquelles on participe, en fait, à réunir ces données, font état de 100% de la population qui est dans cette situation de crise aiguë ou de catastrophe, donc de famine.
Et c'est presque du jamais vu, en fait, de voir l'entièreté d'une zone qui est touchée par ces niveaux absolument catastrophiques d'insécurité alimentaire. Et juste un mot, Marie Cosquer, que je comprenne bien, ces remontées de terrain, justement, elles se font comment, selon vous, dans ces travaux de l'ONU? C'est justement grâce à des ONG comme la vôtre, grâce aux populations? Comment les remontées se font? Alors, il y a en effet 2 types, on va dire, de données. C'est pour ça qu'on parlait de la tendance de la faim dans le monde, qui est plutôt renseignée par des statistiques rassemblées par la FAO, et donc un travail conséquent d'analyse statistique. Et ensuite, il y a ces données sur les crises alimentaires qui sont plus rapides dans le temps, auxquelles les ONG comme Action contre la faim participent. Maintenant, ces remontées de terrain de données, elles nécessitent un accès, bien sûr, à certaines zones, et aussi en fait des fonds pour le faire. Et on a peur que dans le futur, à cause des coupes budgétaires dont on va parler plus tard, des coupes de l'aide humanitaire, ça impacte aussi cette capacité de surveillance des acteurs de terrain. On va justement revenir sur le rapport de l'ONU et notamment la situation en Afrique, puisque il y a un pays qui est mis en avant dans cette publication, c'est la RDC. La RDC où les projections sont extrêmement mauvaises par rapport aux remontées du terrain. Extrêmement affolant. En République démocratique du Congo, il y a 27,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë, en crise alimentaire très grave. Donc c'est un chiffre extrêmement conséquent. Ça constitue aussi une proportion très importante de la population. Et on ne voit pas de signes d'amélioration. Au contraire, il y a davantage de cas de malnutrition qu'on détecte. Et pourtant, malgré cette augmentation des besoins, on a été obligé de fermer des centres de santé, de dépistage de la malnutrition. Et on a des difficultés aujourd'hui à maintenir nos opérations par manque de financement. Et les projections indiquent que la RDC abritera 60% de personnes mal nourries d'ici 2030. Donc une explosion des cas dans les prochaines années. Exactement. Et là encore, les conflits sont en partie responsables. Les conflits vont détruire tout le système alimentaire dans le pays, à la fois ne pas permettre aux producteurs, aux productrices de se rendre dans leurs champs parce que c'est trop dangereux, et en plus détruire les systèmes d'approvisionnement et les moyens d'existence des personnes. Donc elles ne peuvent plus accéder à l'alimentation et non plus les moyens de se payer à manger. Marie Cosquer, on va justement, concernant la situation en Afrique, écouter Marilyn McGroarty. Elle est directrice de pays du Programme alimentaire mondial au Soudan du Sud. On écoute et on analyse après. Les moyens de subsistance ont été détruits, des personnes ont été déplacées et maintenant des populations sont exposées à un réel risque de famine à cause du conflit. Les largages aériens que nous avons commencés au cours des derniers jours sont cruciaux et essentiels pour repousser ce risque et ramener les gens au bord de la famine. Une réaction suite à cette déclaration? En effet, le Soudan et aussi le Soudan du Sud d'ailleurs font partie des pays en crise les plus graves, avec plus de la moitié de la population concernée par des niveaux d'insécurité alimentaire de crise. Et là encore, il y a des contraintes d'accès pour les humanitaires. C'est la demande en fait répétée. On a besoin de financement, mais aussi d'accès et sans contrainte dans ces terrains-là et pour que les populations aient accès à l'aide humanitaire. Le travail est de plus en plus difficile sur le terrain, quel que soit le pays. C'est les remontées que vous avez du terrain? Tous les contextes sont différents, mais il y a en effet une croissance de certains obstacles administratifs et qui compliquent le travail des ONG sur le terrain. Alors, les chiffres que l'on donne depuis tout à l'heure, ces chiffres qui sont alarmants, on le disait pour 2024, ils risquent d'être encore plus graves pour 2025, tout simplement parce que là, on se base sur les données de 2024, mais on le sait, l'argent, les remontées financières sont moins bonnes en cette année. Comment vous voyez les mois à venir de votre côté? Alors, on a très peur de l'augmentation des cas d'insécurité alimentaire qui vont être causés par ces coupes de l'aide humanitaire, puisqu'on arrête d'intervenir dans certains contextes, parfois sans stratégie de sortie. Donc on sait que la situation va s'aggraver dans ces contextes-là. Et c'est aussi très difficile de naviguer à vue, en fait, au fur et à mesure des projets, donc des actions qu'on mène sur le terrain qui sont autorisées, pour lesquelles on reçoit les financements. Parfois, on ne les reçoit pas. Donc, ça nous met aussi à risque en tant qu'organisation,
parfois, on a choisi d'utiliser nos fonds propres pour maintenir un minimum vital d'opérations dans certains contextes, comme à Madagascar, par exemple. Parce qu'on le rappelle, les financements internationaux s'effondrent actuellement, et ce n'est pas le cas uniquement des États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui arrêtent une partie de leurs subventions. C'est bien cela? C'est ça, c'est une dynamique vraiment mondiale et généralisée. Alors pour les États-Unis, ça a été extrêmement brutal, mais on anticipe aussi des coupes d'à peu près tous les pays donateurs, donc les pays européens. L'Allemagne a prévu de baisser de 50% son aide au développement, et la France a déjà coupé de 2,1 milliards l'aide qui allait à la solidarité internationale. Et on anticipe en fait que pour 2026, en fait, une fois passé le projet de loi de finances, la coupe sera de plus de 50% par rapport à 2024. Alors concrètement, qu'on comprenne bien, Marie Cosquer, quelles conséquences sur le terrain? C'est votre travail directement, c'est les distributions d'aide concrètement, ces coupes budgétaires, elles vont avoir quoi comme conséquence? L'impact, c'est des vies humaines, c'est des enfants qu'on arrête de traiter dans des centres de malnutrition, donc des enfants qui ont besoin vital en fait de ce traitement qu'on doit en fait renvoyer chez eux. C'est aussi difficile de maintenir une qualité de programme qu'on a et qui est très importante pour Action contre la faim. On travaille sur plusieurs secteurs à la fois, donc pas seulement des traitements en nutrition. C'est assez peu de distribution alimentaire en fait. On fait plutôt aussi de la distribution monétaire pour permettre aux personnes d'acheter dans un marché local la nourriture dont ils ont besoin, et du travail sur les systèmes d'eau, hygiène, assainissement. Tout ça coordonné, lutte contre la malnutrition. Aujourd'hui, si on ne peut pas faire l'entièreté de ces programmes, on ne lutte pas efficacement contre la malnutrition. Il y a des vies humaines en jeu, et ça a été chiffré par une étude publiée dans The Lancet récemment, qui chiffre à 14 millions de décès supplémentaires à cause des coupes budgétaires donc sur l'aide humanitaire. D'ici 2030. Exactement. Vous parlez d'une tempête humanitaire qui se profile. Vous militez au sein d'Action contre la faim pour que se développe l'agroécologie, c'est-à-dire remettre l'agriculture rurale, paysanne, au cœur du système alimentaire. C'est impératif dans la plupart des pays dont on a cité également de revenir à des systèmes comme ceux-ci. Tout à fait. L'agroécologie, c'est la voie de transformation des systèmes alimentaires qu'on plébiscite, Action contre la faim, mais surtout en fait des organisations paysannes à travers le monde entier. Et que ce soit pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour sortir de certaines dépendances aux engrais, aux pesticides par exemple, qui sont très coûteux aussi pour les producteurs et même pour les économies des pays. Donc pour transformer les systèmes alimentaires, gagner en indépendance et aussi garantir le droit à l'alimentation des générations futures. Puisqu'aujourd'hui on parle du chiffre de la faim dans le monde. Aujourd'hui, il faut aussi pouvoir nourrir toutes les personnes dans le futur où la crise climatique s'aggrave et les inégalités aussi augmentent. Mais si je comprends bien, Marie Cosquer, dans les solutions que vous essayez de mettre en avant, il y a effectivement l'entraide à l'international, mais aussi les solutions locales. C'est ça que vous essayez de mettre en avant, à part effectivement l'agriculteur rural paysanne. Est-ce que vous avez d'autres pistes éventuellement à mettre en avant, selon vous? Alors sur ces solutions locales, les pistes sont extrêmement diversifiées et il y a plusieurs leviers d'action. Donc il y a du soutien qui doit être apporté à ces producteurs et productrices en agroécologie dans différents pays. Ils ont besoin de soutien public. C'est essentiel pour éviter qu'ils ne s'endettent davantage lorsqu'ils adoptent des pratiques plus écologiques. Et il y a aussi des leviers plus réglementaires. On sait qu'un obstacle à la transformation des systèmes alimentaires, c'est aussi la présence de certains intérêts privés dans la gouvernance des systèmes alimentaires qui bloquent le changement. Et vous pensez que les États, ils doivent prendre davantage leur part pour développer cela? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les États ne priorisent plus toutes ces solutions, selon vous? Alors, est-ce qu'ils les ont déjà priorisées? Telle est la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps. On voit, vous aviez un sujet juste avant sur la loi du plomb, par exemple. Et tout ça, c'est pourtant une obligation des États. C'est leur responsabilité de faire en sorte que le droit à l'alimentation soit progressivement réalisé sur leur territoire et soit aussi que leur politique ne nuise pas à la réalisation du droit à l'alimentation dans des pays tiers. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'agenda, c'est pas du tout priorisé. Pourtant, ça fait partie des droits humains fondamentaux.
Merci beaucoup en tout cas Marie Kosker d'Action contre la faim d'être venue commenter donc ce rapport sur l'insécurité alimentaire rendu aujourd'hui par l'ONI. Merci.